Bonjour à tous, bienvenue sur cette séquence qui nous permet de refaire un point sur les attestations OETH que doivent remettre les entreprises adaptées à leurs clients, à leurs donneurs d'ordre. Vous verrez par rapport à aux séquences que nous avons déjà fait, il n'y a pas énormément de choses qui ont validé. Il y a quelques petits paramètres qui ont bougé cette année. Ça nous permettra juste de bien nous remettre à niveau des éléments, et puis encore de pouvoir répondre à toutes vos questions et vos interrogations par rapport à ces attestations qui sont aujourd'hui à réaliser tous les ans. Je vais partager mon écran puisqu'il n'était pas partagé. Est-ce que vous le voyez aujourd'hui? C'est bon, Sébastien. Pour tout le monde? OK. Donc sur cette séquence, on va balayer plusieurs points, un petit rappel réglementaire, hein, où globalement les éléments sont déjà existants depuis maintenant 2019. Donc on va juste rappeler les dernières évolutions qui avaient été embarquées dans la loi et dans l'évolution de l'OETH, les textes réglementaires sur lesquels on s'appuie, l'attestation pour la mise à disposition par une EATT et l'attestation relative aux achats de fournitures de sous-traitance et de prestations de services. Et on vous mettra également, on a mis sur la fin des questions-réponses qu'on avait déjà eues auparavant durant l'année, pour vous les partager et puis vous donner les informations concernant les questions les plus fréquentes que l'on peut obtenir aujourd'hui. Sur le petit rappel réglementaire et sur les objectifs de la loi, qui avait été embarqué dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, hein, les objectifs qui avaient été posés au moment de la réforme de l'OETH, c'était de développer l'emploi des personnes en situation de handicap dans les entreprises privées et publiques. C'est aujourd'hui un peu toutes les lois et tous les dispositifs veulent qu'aujourd'hui le droit commun soit considéré comme la priorité. Et derrière, donc l'emploi et le développement de l'emploi des personnes en situation de handicap ne se comptabilisera, on le verra juste après, que majoritairement par de l'emploi direct au sein de l'entreprise. Donc c'était développer l'emploi, l'objectif c'est ça. On plafonne aujourd'hui encore à moins de 4% de taux d'emploi des personnes en situation de handicap en France pour une obligation à 6, pour une loi qui date de 1987. Donc ça commence à traîner en termes d'objectifs à atteindre. Simplifier les démarches pour la déclaration et les modalités de réponse à l'OETH. Donc là, on verra que tout va passer dans la DSN aujourd'hui, et mieux valoriser l'emploi et le valoriser différemment, de façon neutre, de valoriser le travail qui est confié aux entreprises adaptées, aux ESAT et aux travailleurs indépendants en situation de handicap. Ça, c'était les objectifs qui avaient été posés par la loi. Et les points clés de cette loi, c'était qu'aujourd'hui, tout travailleur handicapé est comptabilisé au prorata de son temps de travail. Un CDI, un CDD, un intérimaire, un stagiaire, une personne en PMSMP est aujourd'hui comptabilisée également. Il n'y a plus qu'une seule majoration existante aujourd'hui, c'est pour les salariés de plus de 50 ans. C'est-à-dire qu'un salarié en situation de handicap dans les effectifs d'une entreprise qui a plus de 50 ans est comptabilisé comme 1,5 bénéficiaire et pas comme un bénéficiaire. C'est la seule dérogation qui existe et c'est la seule majoration qui est restée depuis le passage de la loi. Le recours à la sous-traitance, donc tous les travaux qui sont confiés aux entreprises adaptées, aux ESAT et aux travailleurs indépendants, passent d'une notion de transformation en emploi direct
à une notion de déduction de la contribution. C'est-à-dire que tous les travaux que l'on réalise, auparavant, étaient comptabilisés, étaient transformés dans ce qu'on appelait une unité bénéficiaire, étaient transformés en taux d'emploi dans l'entreprise. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on verra qu'on intervient et notre ligne d'intervention est une déduction de contribution. Les autres points clés, les accords agréés sont limités à 3 ans, renouvelables une fois. La liste des dépenses déductibles est passée de 13 dépenses déductibles à 6. Il y en a 4 qui ont été rajoutées entre-temps, mais qui ont une durée limitée jusqu'au 31 décembre. Ouais. Et toute entreprise de plus de 250 salariés doit aujourd'hui nommer un référent handicap au sein de sa structure. Donc ça, c'est le contexte général qui a bougé, qui concerne avant tout l'entreprise, mais qui a des impacts sur la partie recours à la sous-traitance avec les entreprises adaptées. Le gros changement qui est effectué, c'est qu'auparavant, les structures et les déclarations se faisaient établissement par établissement. Donc vos clients, à chaque fois que vous aviez un établissement particulier qui travaillait, l'attestation devait être pointée et repérée au bon établissement. Et donc on pouvait avoir une multitude de petits établissements au sein d'un groupe qui n'étaient pas concernés par l'obligation d'emploi. C'est le petit schéma qu'on a mis à gauche, où on a 6 établissements qui sont inférieurs à 20 salariés. Donc la structure, chaque établissement n'était pas du tout soumis à l'obligation d'emploi auparavant. Et maintenant, tout se fait au niveau de l'entreprise, c'est une comptabilisation au niveau de l'entreprise. Et donc la structure est soumise à une obligation d'emploi puisque ses effectifs globaux de l'ensemble de ces établissements représentent 69 salariés. Donc pour toutes les structures au-delà de 20 salariés, l'obligation d'emploi aujourd'hui s'applique et est une obligation pour l'entreprise. Donc ça, c'est pour vos clients, c'est un changement majeur qui est important, notamment pour des entreprises qui étaient organisées en très petites unités de production. Alors, pour calculer la contribution, comment doit procéder l'entreprise? Elle a 3 étapes. 3 étapes à réaliser. La première qui est de calculer la contribution brute. Donc, la contribution brute, c'est globalement, j'ai mon effectif, je dois avoir 6% de personnes en situation de handicap. Donc, je compare mon effectif salarié, je comptabilise mon effectif travailleur en situation de handicap, et donc je compare la différence entre ce que je dois employer dans la limite de mes 6% et ce que j'ai réellement dans mon effectif, et je le multiplie par un barème qui est dépendant de la taille de l'entreprise et qui me donne une contribution brute à verser. Et cette contribution brute, l'entreprise a la possibilité, elle doit calculer ce qu'on appelle la contribution nette, donc elle a des déductions à venir réaliser de cette contribution brute. Une des déductions concerne les entreprises adaptées, et c'est tous les travaux qui sont confiés aujourd'hui aux entreprises adaptées qui vont pouvoir être valorisés de manière globale avec l'entreprise et venir être déduits, on verra de quelle manière après, venir être déduit de cette contribution brute. Derrière, on peut encore défalquer des dépenses déductibles. Donc, c'est des dépenses, c'est ce qu'on appelle aussi classiquement les dépenses et les 10% déductibles de la contribution AGEFIP. Et il y a aussi des déductions qui sont liées aujourd'hui aux emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières, ce qu'on appelle les ECAP, ça qui sont liés vraiment à des métiers particuliers qui sont exclus de l'application de l'obligation d'emploi. Et donc ça nous donne une contribution nette avant écrêtement. On parle d'écrêtement aussi pour une période donnée dans le ETH pour éviter que les évolutions qui sont apparues en 2019 aient un impact trop important sur les entreprises. Donc il y a des systèmes d'écrêtement. Mais en tout cas, au final,
quand les écrêtements seront terminés, l'opération s'arrêtera à ce moment-là et la contribution nette devra être versée au fond par le biais aujourd'hui de la collecte qui est réalisée par l'URSSAF. Donc c'est un des changements qui a eu lieu également en 2019. Concerne le volet entreprise adaptée et les paramètres de valorisation de la sous-traitance, donc de tous les travaux qui sont confiés aux entreprises adaptées par vos donneurs d'ordre, on a 3 paramètres qui interviennent. On a le périmètre de l'assiette, on verra ce qu'on détermine et ce qui s'appelle le chiffre d'affaires utile dans notre jargon. Globalement, c'est Haut-parleur. Donc, le périmètre de l'assiette, le chiffre d'affaires utile, le niveau de valorisation, qui est unique aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant 2018. On avait des niveaux qui pouvaient être différents. Aujourd'hui, on a un niveau de valorisation de ce chiffre d'affaires utile qui se fait pour toutes les entreprises à hauteur de 30% de sa valeur. Et après, on a un plafond de valorisation on va voir, qui va intervenir et qui va être différent en fonction du taux d'emploi direct, donc du taux de personnes en situation de handicap présent dans les effectifs de l'entreprise. Donc, ce plafond de valorisation sera soit de 50% ou soit de 75% de cette valeur. Donc, on va aller un peu dans le détail maintenant pour distinguer les trois composantes, les 3 paramètres de la sous-traitance. Périmètre de la déduction et du chiffre d'affaires utile, on repart de l'intégralité du prix de l'intégralité du chiffre d'affaires qui est réalisé pour la prestation, et on va venir y déduire derrière certains éléments. Les frais de vente et de commercialisation, qui sont des éléments qui sont aujourd'hui listés dans les dépenses à déduire. Les consommations intermédiaires, qui sont liées à la réalisation du contrat ou à la réalisation de la prestation qui est réalisée. Les coûts de sous-traitance, tout ce que l'entreprise adaptée ne réalise pas elle-même pour réaliser la prestation auprès de son client, doit être comptabilisé comme un achat, puisque ce n'est pas elle qui le réalise, ça vient en déduction du chiffre d'affaires qui est réalisé au total pour le client. Et bien sûr, derrière, tous les coûts de matières premières et les produits et les matériaux, notamment dans les productions industrielles, si la structure achète les composants et achète la matière première, ces coûts viennent bien sûr en déduction du chiffre d'affaires qui est réalisé. Globalement, on vient déterminer ce chiffre d'affaires utile, peut être considéré comme la déduction faite des coûts de matières premières, de sous-traitance et des consommations intermédiaires et de la commercialisation des activités. Ça, c'est aujourd'hui précisé dans les textes. Aujourd'hui, au regard du chiffre d'affaires qui est réalisé, l'entreprise adaptée doit pouvoir déduire, pour calculer son chiffre d'affaires utile, tous ces éléments. Le niveau de valorisation de ce chiffre d'affaires utile, aujourd'hui, est fixé à 30%. Donc, il est unique et il s'applique pour l'intégralité des clients, quelle que soit leur taille, quelle que soit la nature du contrat qui est réalisé, que ce soit un contrat d'achat de fourniture, un contrat de prestation de service ou un contrat de mise à disposition de personnel. Sur le plafond de valorisation, le client, donc on a calculé les 30% du chiffre d'affaires utile qui a été réalisé auprès d'une entreprise adaptée, d'un ESAT ou d'un TIH, et on va maintenant regarder ce que le client va pouvoir valoriser. Et la valorisation va vraiment dépendre du taux d'emploi direct que l'entreprise a dans ses effectifs. Et on regarde donc sur le taux d'emploi
les structures qui sont au-delà de 6%, au-delà de 3%, pardon, et les structures qui sont en dessous de 3%. Pour les structures qui sont en dessous de 3% en emploi direct, le plafond de valorisation des travaux qui ont été confiés aux entreprises adaptées sera fixé à 50% de ce que la structure peut déduire, de ce qui lui reste à payer, du reste de la contribution restante à payer. S'il est au-delà de 3%, en termes d'obligation d'emploi, il pourra déduire jusqu'à 75% de ce qui lui reste à payer auprès de la GFIP. Je dis encore la GFIP, mais auprès de l'URSSAF, mais qui retourne au fonds et au collecteur de AGFIP. L'idée de ce plafond, c'était de pouvoir valoriser, de pouvoir bonifier les entreprises qui étaient vertueuses dans l'emploi des personnes en situation de handicap et les encourager à aller encore plus loin. Donc, plus les structures seront proches du 6%, en tout cas, si elles dépassent le 3%, elles ont, entre guillemets, un bonus de valorisation des travaux qui sont confiés aux entreprises adaptées et aux ESAT par rapport aux structures qui sont en dessous de 3%. Si on prend un exemple derrière, on regarde le taux d'emploi de la structure par rapport à son obligation, légale. Donc, et on regarde à la moyenne, à 3%, et on regarde comment la structure est positionnée. Là, on est dans un exemple d'une entreprise qui a un taux d'emploi qui est supérieur à 3%. L'entreprise qui a un taux d'emploi qui est supérieur à 3% peut déduire et peut valoriser la sous-traitance qu'elle a réalisée auprès de son client dans la limite d'un plafond de 75% de ce qui lui reste à payer. Donc, on regarde le restant à payer derrière et elle va pouvoir valoriser 75% de ces éléments confiés aux entreprises adaptées. Elle va pouvoir en déduire cette valeur-là. Donc, par rapport à ce qui existait auparavant, c'est quand même un changement important puisque le calcul se fait sur le restant à payer, donc après le taux direct d'emploi, sur le restant à payer auprès de la GFIP. Est-ce que sur cette partie qui a été présentée, il y a déjà des questions ou est-ce que c'est clair pour tout le monde? Là-dessus, il n'y a pas de changement hein, depuis 2019. On est toujours sur les mêmes principes. Alors, il y a une question, mais je ne sais pas si c'est maintenant qu'on y répond. Il y avait une question qui avait été demandée au début. Ouais, il y en avait une qui était: est-ce qu'on peut adresser des factures aux clients qui fassent apparaître la déduction dont ils bénéficient, qu'ils peuvent insérer automatiquement chaque mois dans leur DSN? Alors non, ça s'intègre une fois par an, pas chaque mois. La déclaration, on va voir la période de déclaration, mais en effet, ça se fait une fois par an et c'est pour ça justement qu'on est obligé de réaliser ces attestations annuelles qui reprend l'intégralité des travaux qui ont été confiés par une entreprise auprès de votre entreprise adaptée, auprès d'un ESAT ou auprès d'un travailleur indépendant handicapé. Alors, par rapport à la question: que doit-on transmettre au client? Le chiffre d'affaires utile ou les pourcentages du chiffre d'affaires utile? Ça, vous le verrez un petit peu plus tard. On va le voir un peu plus tard quand on va justement montrer l'attestation que l'on remet au client. Alors, si vous avez des grands groupes qui demandent une estimation par mois, ça c'est autre chose. Vous pouvez tout à fait leur fournir avec vos factures, mais ce n'est pas ce qui sera la partie officielle déclarée. Et à l'inverse des grands groupes, on a les petits employeurs de moins de 20 salariés. Oui, vous pouvez leur faire une attestation, mais comme ils ne sont pas assujettis, en tout cas, ils n'ont pas de contribution à payer, ils n'auront rien à déduire. Ça rentrera plus dans leur RSE, quoi, dans la valorisation de ce qu'ils font en termes d'achat responsable. Voilà.
Il y a Gilles Gros-Perrin qui a levé la main. Est-ce que tu peux écrire dans le chat, Gilles, ou est-ce que tu fais partie de ces J'ai pas la personnes? main. Je peux pas écrire Ben, dans le chat. C'est eh pour ben, ça que je me suis permis de lever la main. on Est-ce qu'on aura t'écoute. des... Pardon. Vas-y. Est-ce qu'on aura des exemples de calcul? Est-ce que vous avez prévu ça? Non, ça, c'est plutôt des choses qu'on fait pendant nos formations. C'est vrai qu'on a une formation un peu plus approfondie où on prend des exemples de calcul. Là, je ne Ok. crois pas que ce soit prévu, hein, Sébastien. Non. Juste des exemples par rapport à quoi, Gilles, par rapport aux éléments que tu peux déduire dans l'assiette de ton chiffre d'affaires utile ou... Oui, les deux, vraiment, on a voilà, temps de facturation, calcul du chiffre d'affaires utile, combien on peut adresser au client notre attestation. Voilà. Ah ouais. Oui. Il y a encore des éléments qui viennent après. Mais je ne pense pas que dans ce PowerPoint-là et sur la séquence d'1 heure, on ait mis des exemples plus précis que ça. Ok. Ou est-ce qu'il y a un simulateur qui existe, fait par la GFIP, mis à disposition de la GFIP ou chose comme ça, qui nous permettrait de... La GFIP a en effet un simulateur sur l'obligation d'emploi qui est mis à disposition des employeurs. Mais par contre, sur la partie sous-traitant, je pense que l'employeur, lui, l'entreprise, en tout cas, déduit la somme qui lui a été fournie par les entreprises adaptées. Ils ne vont pas être dans les modalités de calcul de ce que nous réalisons pour les entreprises. Ok, merci. Pour les questions de sous-traitance à une autre OA ou un ESAT, de mémoire, on l'abordera tout à l'heure. Une dernière question avant qu'on avance. Le reste à payer à GFIP est calculé une fois déduit. Donc, c'est le reste à payer à l'URSSAF pardon, ça bouge, et calculé une fois déduit, par exemple, les 3% d'embauche de la contribution. Moi, je ne suis pas sûr de... Alors, attends, est-ce que ça bouge? Le reste payé est calculé une fois déduit par exemple, les 3% d'embauche de la contribution. Moi, je ne comprends pas la question. Oui, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez une contribution brute qui est calculée en fonction justement du taux d'emploi. Enfin, l'entreprise a un son taux d'emploi. Une fois ce taux d'emploi calculé, il y a une contribution brute qui est calculée et c'est ensuite qu'est déduit la sous-traitance à une EA ou un ESAT ou un TIA. En fait, si la structure n'a aucune déduction, sa contribution brute va être égale à son net, ce qu'elle va payer à l'entreprise. Mais elle a la possibilité, on lui donne la possibilité, donc au-delà de son pourcentage d'emploi qu'elle a directement dans ses effectifs, de pouvoir déduire des dépenses qui sont liées à des travaux qui sont confiés à des entreprises adaptées à des ESAT, des travaux qui sont liés à des dépenses déductibles qui sont listées dans le Code du travail. Notamment, il y en a encore quelques-unes qui sont en lien avec des entreprises adaptées ou des ESAT. Et les conditions liées aux emplois exigeant des conditions particulières, c'est les salariés qui sont au final exclus du champ du calcul de l'obligation d'emploi parce qu'ils sont considérés sur des emplois qui ne sont pas forcément accessibles aux personnes en situation de handicap. Sachant que ça fait vraiment débat aujourd'hui et que normalement une grande concertation interprofessionnelle doit être lancée sur cette question-là, puisque quand on nous parle aujourd'hui de société inclusive et de société qui veut lutter contre toute forme de discrimination, se dire qu'il y a des emplois qui ne sont pas possibles pour des personnes en situation de handicap, dans les principes, c'est plus aujourd'hui entendable. Donc il y a à nouveau des discussions qui doivent rentrer sur ce champ-là. Il y avait une personne qui demandait si on pouvait reprendre l'explication sur les entreprises qui ont plusieurs établissements. C'est-à-dire qu'avant, la déclaration, elle se faisait établissement par établissement. Maintenant, on prend vraiment l'entreprise et on fait le cumul de tous les établissements. C'est-à-dire qu'on raisonne par sirène et plus par sirette, pour être plus exact. Donc en fait, si votre client, il a un seul sirène avec plusieurs sirettes, son obligation d'emploi, elle s'appliquera sur l'effectif de son sirène. En revanche, s'il a plusieurs sirènes, ça sera sirène par sirène. Et à la limite, ça, pour vous, c'est transparent. C'est transparent, oui. Vous faites l'attestation avec l'établissement avec lequel vous contractez. Mais c'est le client qui, au final, pourra agglomérer, entre guillemets, toutes les attestations qu'il aura établissement par établissement dans sa déclaration d'entreprise.
Et pour vous, ça n'a pas d'impact particulier. Et c'est vrai que ça peut avoir une conséquence si celui qui collecte les infos, qui va vous les demander, n'est pas votre client en fait et la maison mère, par exemple, avec qui vous n'avez pas de contact. C'est parfois eux qui vont vous les demander, plutôt que votre client direct à qui, vous facturez. On va avancer un petit peu parce que je vois l'heure qui tourne. J'ai le mauvais Mmh. rôle, je sais, j'en suis désolé. Dans tous les Si cas, on- s'il y avait des questions qui n'étaient pas traitées, on pourra les traiter via, les chargés de mission, enfin via vos chargés de mission, territoriales, bien évidemment. Alors, les textes de référence, ils n'ont pas bougé, hein. On est toujours sur les mêmes articles, donc je vais aller relativement vite sur ce sujet-là. Ce qui définit aujourd'hui les structures qui ont le droit de faire déduire des éléments de la contribution, c'est l'article 52.12.10.1 du Code du travail qui dit que le statut d'entreprise adaptée des actes de travailleurs indépendants handicapés, mais également, je le reprends rarement parce que c'est pas forcément le plus courant, mais les entreprises de portage salarial quand les salariés sont sont en situation de handicap, ces structures-là ont le droit d'émettre, de par leur spécificité ou de par leur agrément particulier avec l'État, des attestations de déduction de la contribution AGF. La nature des dépenses, elle est précisée dans un article du travail, on le verra après, mais ce qui est important, c'est ce qui est reprécisé là, c'est que c'est le contrat qui fait foi et qui lie le donneur d'ordre avec l'entreprise adaptée. C'est pas forcément. Souvent, on nous pose la question, est-ce que c'est la facture qui fait foi? Non, c'est le contrat. Alors le contrat, parfois quand il n'y a pas de contrat, l'élément de la facture est considéré comme l'élément de contrat. Mais si vous avez un contrat signé, c'est vraiment ce qui lie l'entreprise adaptée avec son client et c'est ce contrat qui fait foi. Ça peut être un contrat en bonne et due forme signé sur des prestations très importantes, ça peut être une commande ou ça peut être un devis accepté également. C'est ça qui crée la relation entre la structure qui va, entre guillemets, bénéficier de l'attestation que vous allez émettre et votre structure. Derrière, je vais aller très vite, il y a beaucoup de textes, mais vous vous inquiétez pas, je vais sur deux informations importantes. Les deux seules informations qui ont changé par rapport à l'année dernière, c'est la production des attestations que vous devez remettre à votre client. On a jusqu'au 15 mars maintenant pour les réaliser. Auparavant, on devait les remettre avant le 31 janvier. Là, le délai, comme la déclaration pour les entreprises, qui est la colonne de droite, les entreprises doivent déclarer leurs éléments dans la DSN. Donc pour l'année 2023, les entreprises devront le déclarer au mois de mai 2024 dans la DSN. Donc dans la DSN qui concernera la période d'emploi du mois d'avril, puisque la DSN est ainsi faite. Donc ça, c'est un changement aussi, puisqu'auparavant, on était sur une déclaration sur la DSN du mois de février, sur la DSN du mois de mars pour les éléments de paye du mois de février. Donc vous avez globalement un peu plus de temps pour les réaliser, la pression que ce que l'on avait auparavant. Et c'est un décret qui est passé l'année dernière et qui a modifié ce timing du fait que les entreprises ont elles-mêmes plus de délais pour pouvoir faire leur déclaration ETH via la DSN. Les déductions, c'est cet article-là, il n'y a pas de changement, c'est ce qu'on a vu. C'est la différence de plafond de déduction, soit en fonction du taux d'emploi de l'entreprise, soit pour les structures qui sont au-delà de 3%, ou pour les structures qui sont en dessous de 3% de leur obligation d'emploi. Donc ça, je ne m'attarde pas, c'est juste, on vous a juste remis les articles du Code du travail qui reprennent bien ces définitions-là. Alors, on a une attestation pour la mise à disposition par une EATT. Je ne sais pas s'il y a des EATT qui sont présentes aujourd'hui. C'est une attestation qui est un peu différente puisqu'on est dans le cadre d'un prêt de salarié, d'une mise à disposition tarifée d'un salarié. Donc, c'est un arrêté du 19 novembre qui vient fixer le modèle d'attestation. Et le modèle d'attestation,
qui doit également être fourni au plus tard le 15 mars de l'année suivante. Alors j'ai un modèle, voilà. Le modèle de l'attestation doit reprendre le numéro SIRET de l'entreprise, le nom et prénom des personnes, les intitulés d'emploi et les ETP qui ont été réalisés pour un client. Et derrière, la structure valorisera le nombre d'ETP total de salariés qui ont été missionnés par une EATT dans une entreprise. Alors, c'est une attestation qui est différente parce que les salariés intérimaires mis à disposition au sein d'une entreprise sont comptabilisés dans l'emploi direct de l'entreprise cliente. Donc, c'est pour ça qu'on n'est pas sur la même nature d'attestation que ce que réalise une entreprise adaptée pour une prestation de service ou pour une production réalisée auprès du client. Là, on a une attestation qui est vraiment particulière et qui reprend le nom de l'entreprise et le nom de la personne missionnée, l'intitulé de l'emploi et l'ETP qui a été réalisé. Là, c'est la liste des BOTH, on ne reviendra pas dessus. C'est quelque chose qui est défini par le code du travail qui n'a pas bougé. Donc, c'est toutes les personnes qui sont comptabilisées comme bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Et donc là, l'exemple qui a été pris sur une EATT, donc on a une personne qui a été sur le mois de février, donc sur un mois où on avait 29 jours pour une durée légale de 35 heures, la personne a été missionnée 13 jours sur une durée totale, sur un temps plein. Et donc, on le proratise pour calculer l'ETP, 13 sur 29 jours ouvrés, donc la personne sera en ETP mensuel valorisé à 0,44 ETP. Et on fait ça salarié par salarié, mission par mission. Donc c'est un peu contraignant. Quand les missions sont parfois courtes pour les EATT. Mais là, on est obligé de réaliser cette attestation pour pouvoir le permettre et pour pouvoir le donner à chaque client. Sur le ATT, c'est ce modèle, et sur la sous-traitance, on a un modèle d'attestation qui est aujourd'hui défini dans un arrêté. C'est pareil, il est figé. Auparavant, on n'avait pas d'arrêté qui nous figeait l'attestation qui était à remettre. Donc, chacun faisait un peu son attestation, même si des modèles avaient circulé. Nous, on avait amené aussi un modèle auprès des structures. Et donc, l'arrêté et l'attestation qui est à fournir reprend l'intégralité de ces éléments-là. Donc, on a une nouvelle fois l'identité de l'entreprise adaptée. On a le client qui apparaît avec son numéro SIRET. Et derrière, on doit déclarer les éléments qui concernent le montant total du chiffre d'affaires réalisé, les déductions, donc les coûts de matières premières, les matériaux, la sous-traitance, les consommations intermédiaires, tout ce qu'on a vu tout à l'heure dans le graphe vertical, et ce qui vous donne le montant du coût total de la main-d'œuvre, ce qu'on a appelé tout à l'heure le chiffre d'affaires utile. Donc le chiffre d'affaires utile, qui est ensuite valorisé à 30%, puisqu'on n'a plus qu'un taux unique de valorisation par rapport au client. Donc le client se servira, lui, dans ce qu'il va déclarer dans la DSN, uniquement du montant 4 qui apparaît sur l'attestation ici. Donc, les infos générales, c'est sur le papier en tête de l'entreprise adaptée. Vous avez vos identifiants, nom du représentant légal, l'adresse, le SIRET, le CEPOM qui est annoté, téléphone et courriel pour éventuellement contacter s'il y avait des questionnements, et votre client, la raison sociale et le SIRET. Donc ça, sur papier en tête. Un changement qui a eu lieu en 2019 là, par la loi
liberté de choisir son avenir professionnel, c'est qu'on est aujourd'hui dans du chiffre d'affaires qui est réglé. C'est-à-dire qu'il faut regarder au 31 décembre la liste des factures que vous avez réalisées d'un client et ce qui vous a été payé. Ce qui ne vous a pas été payé, vous n'avez plus à faire d'attestation. Vous ne les incluez pas dans les attestations auprès du client. Donc ça, c'est important, c'est ce qui a été payé. C'était aussi pour éviter que des structures aient tendance à avoir des délais de paiement à rallonge. Ça peut être un élément de négociation aussi avec un client en fin d'année, de se dire attention, si vous ne le faites pas là, si ce n'est pas payé sur un gros contrat, notamment si ce n'est pas payé, vous ne pourrez pas le valoriser dans le cadre de votre OETH de l'exercice en cours. Ils pourront, on le verra, c'est une question dans les questions-réponses qu'on a après, ils pourront le valoriser l'année suivante, l'année où la facture sera effectivement payée. L'attestation en éléments reprend, il y a 4 éléments, le montant du prix hors taxe, donc le chiffre d'affaires que vous avez réalisé et qui a été réglé au cours de l'année. Alors, il est indiqué normalement de nommer les numéros de facture pour les clients. Donc, soit vous faites une liste à part si vous avez énormément de factures qui peuvent apparaître, vous avez cette possibilité-là, ou si l'attestation ne comprend qu'une facture, vous pouvez directement noter le numéro de la facture sur l'attestation. Derrière, vous mettez le montant de toutes les déductions, les matières premières, les sous-traitances, les frais intermédiaires, les frais de commercialisation. Et après, c'est du calcul. Donc, le calcul du montant du coût total de main-d'œuvre, c'est la différence entre les deux premiers montants. Et le dernier, ce que va valoriser le client, c'est 30% du montant numéro 3. Et donc, plus en détail et plus lisible, voilà ce que donne l'attestation et le tableau qui a à faire apparaître sur l'attestation. Il y a une attestation différente qui existe pour les mandataires. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un tiers qui fait le regroupement pour un ensemble d'entreprises adaptées ou d'entreprises adaptées, ESAT, TIH, pour un ensemble de structures. Vous pouvez avoir un tiers qui réalise et qui se dit « je centralise l'intégralité » ou « j'ai été mandaté pour réaliser cette opération-là ». Ce n'est pas forcément une entreprise adaptée, ce n'est pas forcément un ESAT, ça peut être un tiers indépendant à côté qui le réalise et qui récupère pour un client unique l'intégralité de ce qui concerne un contrat ou de ce qui concerne les travaux qui ont été confiés sur une mission. Mais il faut bien pour cela qu'il y ait eu un mandat qui soit donné entreprise adaptée par entreprise adaptée, en fait, pour tous les opérateurs, qu'un mandat ait été donné à un tiers externe. Et ça permet, notamment dans le cadre d'éléments de groupement ou de fonctionnement de groupement momentané d'entreprise, de se dire on a un acteur qui porte pour tout le monde et qui a été mandaté pour tout le monde pour remettre un seul document à un client. Ça, c'est dans l'arrêté du mois de novembre 2020, c'est l'annexe 2 de cet arrêté. Donc, globalement, on reprend exactement la même chose, simplement, on vient noter toutes les entreprises adaptées qui sont concernées et qui sont listées dans les attestations qui ont été fournies. On retrouve exactement les mêmes éléments qui apparaissent sur l'attestation. Attention, j'ai rajouté ça aujourd'hui parce que c'est des messages qui commencent à passer et je dirais, où vous êtes parfois même vous-même démarché par des entreprises qui font du démarchage frauduleux
auprès des entreprises, auprès de vos clients parfois, en disant qu'elles appellent soit au nom de la GFIP, soit au nom de l'URSSAF, soit au nom parfois d'autres associations, pour pouvoir obtenir et faire de la pression. C'est tout ce qu'on appelle les ventes forcées de prestations auprès des entreprises adaptées. Donc, l'URSSAF a passé, si vous regardez sur Net Entreprise, ils ont passé un message d'alerte là-dessus, en disant que personne, en tout cas l'URSSAF, ne demandait jamais à un tiers d'agir pour aller chercher de l'information ou d'aller chercher des noms. C'est forcément eux qui agissent, et ils ne le demandent jamais de manière téléphonique auprès d'un tiers. Donc, méfiance par rapport à ça. Si vous avez des clients qui sont qui sont impactés ou qui peuvent vous interroger, hein, nous, on est interrogé. Si on n'est pas interrogé 1 à 2 fois par semaine sur ces problématiques-là, on ne l'est pas. Il y a simplement aujourd'hui avoir en tête que les capacités de contrôle de l'URSSAF, ce n'est pas les capacités de contrôle de la GFIP. Donc, ils seront en capacité de faire des contrôles beaucoup plus forts pour des pratiques qui seraient pas vertueuses et qui iraient vraiment à l'encontre de ce qui est prévu aujourd'hui dans le cadre de la loi. Et on a notamment quelques pratiques qui commencent à émerger et à apparaître, de la vente de kits avec des droits de tirage sur des opérations de papeterie, de catalogue ou de quoi que ce soit. Aujourd'hui, c'est vraiment dans le collimateur ça a été remonté par la GFIP et c'est dans le collimateur de l'URSSAF. C'est quelque chose qui est considéré comme illégal aujourd'hui, qui peut conduire à des contrôles importants et de la requalification. Donc derrière, pour les clients qui auraient utilisé des attestations en ce sens-là, un redressement sur la distribution ETH, et puis des poursuites qui peuvent aller plus loin si les éléments sont des éléments qui sont contraires à ce qui est autorisé aujourd'hui. Donc je voulais vraiment reposer cette chose-là dans le cadre de cet échange que l'on a avec vous aujourd'hui, parce que ça remonte de plus en plus et sur des systèmes comme ça, on a connu aussi sur le CPF des tentatives de fraude au CPF. Donc, on a exactement des tentatives de fraude sur les déclarations ETH auprès des clients. Donc, vigilance, et dites vraiment à vos clients, ou rassurez des clients ou des prospects que vous pouvez avoir que, en tout cas, aucune structure ne peut être mandatée par l'URSSAF pour aller chercher ces informations pour connaître les personnes en situation de handicap, ou pour dire que on sait que vous avez tel taux d'emploi, donc vous allez payer autant. Ce sont des pratiques qui sont considérées aujourd'hui comme frauduleuses et qui sont dangereuses pour notre secteur aujourd'hui. On avait quelques petites questions, dont une, est-ce qu'on peut diffuser cette diapo aux clients? Et puis ensuite, j'avais une question qui revenait sur la mise à disposition. Où est-ce qu'elle est? Je ne l'ai pas, je l'ai perdue. J'ai répondu normalement, Benoît. Effectivement, la mise à disposition, c'est considéré comme une prestation. Il n'y a que les agences d'intérim qui vont faire une déclaration qui est équivalent à de l'emploi. Pour la mise à disposition que vous vendez, c'est déduit à hauteur de 30% comme la prestation. Ça fait partie des questions-réponses qu'on avait mis juste derrière. Cette slide-là, bien sûr, vous pouvez le diffuser, mais c'est une slide qui est sur le site Net Entreprise. C'est l'URSSAF qui communique sur ces éléments-là. Nous, on relaie de l'information et on ne peut être que vigilant par rapport à ces comportements-là. Mais oui, bien sûr, vous pouvez relayer, et tout ce qui nous permettra de protéger, entre guillemets, notre modèle et tous les comportements vertueux qu'on peut avoir, c'est important, parce que derrière, ces comportements-là peuvent parfois faire prendre des décisions radicales qui pourraient impacter l'intégralité de nos structures. Oui, alors Claire, pour être concret pour la mise à disposition, effectivement, vous facturez par exemple 10 000 € de mise à disposition à un client. Vous allez lui faire une attestation, comme quoi vous avez facturé 10 000 € et il déduira 30% sur l'attestation. Il y aura une ligne où vous mettrez la facture, les 30%, ça sera 30% de 10 000 €. Donc 30 000 €, 3 000 €, pardon.
Il y avait aussi une question, alors il y a beaucoup de questions sur le règlement des factures effectivement, hein. On s'arrête au 31 décembre. C'est la facturation jusqu'au 31 décembre, donc ce qui sera enfin pas facturation pardon, le paiement 31 décembre. Ce qui sera payé au-delà du 31 décembre sera sur la déclaration de l'année prochaine. C'est vraiment ce qui est payé, en fin d'année. C'est Parce vraiment qu'effectivement, si jamais votre client vous paye jamais, il n'est pas normal qu'il le déduise. c'est vraiment la grosse différence par rapport aux pratiques précédentes. C'est vrai que précédemment, on regardait toutes les factures qui avaient été éditées et on faisait une attestation par rapport aux factures qui avaient été éditées. Là, il faut aller plus loin. Il faut regarder les factures éditées, mais réglées. Donc, il faut avoir en comptabilité, aller chercher les informations en comptabilité. Et ça vous protège derrière parce que ça vous évite de faire des attestations et après d'avoir des clients aussi qui, au final, ne viendraient pas vous payer. Et à un moment donné, c'est aussi un élément qui peut servir de négociation vis-à-vis d'un client. Quoi. Donc, en tout cas, une attestation sur une prestation qui n'a jamais été payée, vous ne devez pas la réaliser aujourd'hui. Et il y avait une question, la MSA est-elle prête pour recevoir ces infos via DSN? Je pense que oui, oui. Oui, je ne sais pas plus que ça, mais je pense que oui, aujourd'hui, c'est quand même depuis 2019, il y a déjà eu trois éléments qui ont été déclarés via la DSN auprès des entreprises. Aujourd'hui, tout se fait via, en tout cas, côté URSSAF, je sais que ça ne pose pas de problème. Côté MSA, je n'ai pas eu de remontée ou d'inquiétudes particulières qui ont été faites. Il y avait beaucoup de questions aussi concernant s'il y avait des contrôles par rapport aux attestations des OTH. Alors, nous, on n'est pas là pour vous dire s'il y a des contrôles. En tout cas, ils sont possibles. Ils sont possibles. Nous, on est surtout là pour vous rappeler quelle est la loi. Après, si vous prenez le risque de ne pas faire ce qui est écrit dans la loi, c'est votre responsabilité. Je le répète, entre les capacités de contrôle que la GFIP pouvait avoir avec ses équipes et les capacités de contrôle que peut avoir l'URSSAF aujourd'hui, du croisement de fichiers à l'URSSAF, c'est quelque chose qui est très facile. Donc, comptabiliser l'intégralité des attestations qui ont été faites par une structure, puisque vous renseignez votre numéro SIRET et votre numéro de CEPOM, comptabiliser l'intégralité de ce que vous avez fait à vos clients, ce qu'ils ont récupéré sur une année, pour l'URSSAF, c'est très facile à faire. C'était beaucoup plus compliqué au niveau des traitements de données par la GFIP. Donc oui, en tout cas, ce changement-là nécessite vraiment d'avoir un comportement le plus cadré possible et le plus clair possible par rapport aux attestations que vous réalisez par rapport à vos clients. Et c'est vrai que les entreprises adaptées qui vont faire des déclarations, qui vont faire de l'achat-revente, par exemple, on a évoqué le fait d'avoir des kits là pour, faire déduire, en fin d'année où on va vendre un peu tout et n'importe quoi, ça existe, hein, et qu'on fait en fait de l'achat-revente et qu'on met 100 du chiffre d'affaires dans la déclaration, bah, les EA qui font ça, elles prennent un gros risque, effectivement en cas de contrôle parce que c'est carrément une déclaration fausse. Si vous avez acheté, pour, 50 € de champagne et que vous le vendez 70, vous ne pouvez pas mettre que vous avez mis, 70 soixan soi 70 € de chiffre d'affaires utile, hein. Et au-delà de ça, le négoce n'est pas considéré Oui, parce comme, qu'il y a pas de main-d'œuvre. n'est pas C'est que considéré comme une modalité de réalisation de contrat qui ouvre droit à des attestations. voilà. Aujourd'hui, vous avez des contrats de sous-traitance, des contrats de prestation, des contrats de fourniture de biens et de matériel, et du négoce, de l'achat-revente n'est pas autorisé en termes d'établissement d'attestation derrière auprès d'un client. C'est autorisé qu'à partir du moment où il y a vos salariés ont travaillé, ont travaillé pour réaliser, une prestation. Alors il y avait aussi beaucoup de questions par rapport au chiffre d'affaires utile et les déductions que l'on faisait. C'est vrai que nous, on ne va pas pouvoir vous dire ce que vous allez déduire parce que ça relève vraiment de votre contrôle de gestion. Quels sont vos frais et cetera? Ils sont variables d'une entreprise à l'autre. Alors il y a des tendances par rapport à des secteurs d'activité. Bien entendu, quand on est sur de la prestation pure, le chiffre d'affaires utile est plus important que quand il y a de l'achat de matières premières et cetera. Mais ça, c'est pas nous qui pouvons vous dire, il y a pas de règle, c'est vraiment, ça doit être au plus proche de votre comptabilité
Et bien sûr, on ne va pas vous le demander facture par facture, mais il faut que vous ayez des règles communes par activité. Ouais, généralement, c'est ça, c'est des règles d'adaptation. Par exemple, sur la déduction de frais commerciaux, c'est tout ce qui relève de votre force commerciale que vous ramenez, par exemple, à l'intégralité de votre chiffre d'affaires et vous faites un pourcentage de déduction par rapport à ça. On ne va pas vous demander facture par facture, contrat par contrat. Généralement, c'est accepté, c'est toléré de se dire on fait une moyenne générale de ce qui concerne la force commerciale et l'impact de la force commerciale sur mon activité. Alors, il y a afin de pouvoir calculer le montant de l'attestation en espace vert, nous déduisons du montant facturé le coût de traitement des déchets verts. Est-ce correct? C'est à votre charge. Ouais. C'est à votre charge, ça impacte l'activité que vous faites. Si vous ne le refacturez pas au client, vous pourriez le refacturer au client et derrière, entre guillemets, qui viennent vous le financer. Si vous ne le financez pas, pour vous, c'est bien une charge à un moment donné. Donc ça, vous avez la possibilité de le déduire. Il y avait aussi la question, est-ce qu'une EA peut faire une attestation pour le groupe auquel elle appartient? Pas sûr de comprendre complètement la question. En fait, la question, c'est l'EA est bien entreprise elle-même, hein, mais elle est filiale d'une autre entreprise, donc pas du tout le même numéro SIREN. Et on preste vraiment, hein, voilà, la partie de l'EA fait des prestations pour la société mère. Et est-ce que du coup, on peut établir une attestation pour notre société mère qui, elle, n'est pas une EA? Bien sûr. Aujourd'hui, vous faites une prestation qui est pour un établissement différent, qui n'est pas le même SIREN. Vous pouvez bien sûr faire une attestation. Qu'elle appartienne à votre groupe ou pas à votre groupe, ça, c'est pas gênant. Vous avez un contrat qui lie l'entreprise adaptée avec un partenaire économique. Ça vous ouvre le droit de faire une attestation pour votre partenaire économique. Merci. Je reprends un peu des questions qui nous étaient venues les années précédentes sur des activités de transport et sur des activités de transport des véhicules qui étaient en LLD auprès des clients. Est-ce que ça peut se déduire du chiffre d'affaires utile? Oui, c'est une charge afférente à l'activité. Donc ça peut être déduit. On en a parlé, que se passe-t-il si l'entreprise adaptée n'a pas été réglée de sa facture le 31 décembre? Eh bien, c'est une déduction qui a lieu l'année suivante. Ça apparaît sur la déduction de l'année suivante. Comment sont comptabilisés, c'est ce que tu expliquais tout à l'heure, Marion, comment sont comptabilisés, valorisées les personnes de l'entreprise adaptée en mise à disposition? Dans un contrat de mise à disposition de l'EA, pas dans le ATT, dans un contrat de mise à disposition, c'est considéré comme de la sous-traitance. Simplement, il n'y a pas de coût à déduire. Donc, ça sera valorisé à 30% des éléments. C'est quelque chose sur lequel on avait essayé d'intervenir, nous, auprès du gouvernement, en se disant, finalement, de la mise à disposition de personnel, pourquoi on n'arriverait pas à les faire comptabiliser aussi comme personnes dans l'emploi direct des structures? Mais ça n'a jamais été acté, ils ne sont jamais allés dans ce sens-là aujourd'hui. Et enfin, comment pratiquer en cas de co-traitance? C'est le modèle d'attestation dont on a parlé tout à l'heure. Il peut y avoir quelqu'un qui soit mandaté, EA ou non EA d'ailleurs, ça peut même être un tiers en dehors des structures qui agissent pour le client final, qui est mandaté pour réaliser l'intégralité de l'attestation, de produire l'attestation. Donc ça, c'était une nouveauté qui était apparue aussi dans l'arrêté de 2020 sur ce sujet. Et une chose dont on n'a pas parlé, un montant minimum de sous-traitance sur 4 années pour éviter la surcontribution est-il toujours en vigueur? Oui. On parle encore de la surcontribution. La surcontribution, c'est pour les entreprises qui ne font vraiment rien
pour les personnes en situation de handicap sur une période de 4 ans qui ont un taux d'emploi à 0, qui sont à 0 en taux d'emploi. Derrière, plutôt que d'avoir un coefficient de pondération de leur contribution qui est égal à 400, 500 ou 600 fois le SMIC en fonction de leur pénalité, auront une contribution qui sera calculée sur la base de 1500 fois le SMIC horaire par unité manquante. Ça, c'est toujours d'actualité aujourd'hui. Et c'est vraiment l'élément qui est incitatif pour que les structures ne restent pas à 0% et sans action à destination des personnes en situation de handicap. La dernière question, est-ce qu'une EA qui refacture de la sous-traitance d'une entreprise normale peut considérer que c'est du chiffre d'affaires utile? Ben non, c'est de la sous-traitance, donc ça doit être déduit. Et effectivement, la sous-traitance doit être déduite. Il faut être en co-traitance pour pouvoir faire une déclaration commune. Si vous sous-traitez, vous pouvez pas dans votre déclaration mettre de la sous-traitance à une autre, même si c'est à une autre EA, puisque c'est de la sous-traitance. Et ça sera l'autre EA enfin, dans ce cas-là, il faut faire une co-traitance pour qu'il y ait toutes les factures soient prises en compte. Dans le schéma dont parle Marion, le sous-traitant, normalement, émet une attestation à l'entreprise adaptée au propriétaire du marché au nom de l'entreprise adaptée. Mais celle-ci n'a pas la possibilité de le remonter, de le rétribuer au client final. Ça, c'est pas possible. Il n'y a pas transférabilité des contributions d'une structure à l'autre. Et sur le chiffre d'affaires utile, là, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est ce qui correspond à la part de main-d'œuvre. Alors, il y avait des questions, la location d'un véhicule doit être déduit, le carburant, l'assurance aussi. Oui, en fait, c'est tous vos frais. Vos frais doivent être déduits. En fait, ce que vous devez mettre dans le chiffre d'affaires utile, c'est la part main-d'œuvre. Alors, bien sûr, on ne va pas vous le faire demander facture par facture. Mettez des grandes règles. Et les syndics de copropriété, je n'ai pas compris la question. Question pour les syndics de copropriété, question non traitée. Je n'ai pas compris la question sur les syndics de copropriété. Si c'est un syndic de copropriété qui paye, ben c'est lui qui aura l'attestation, oui. Si c'est ça la question. Voilà. S'il y a des questions qu'on n'a pas pu traiter ou auxquelles on n'a pas forcément apporté de réponse aussi complète que vous le souhaitiez, je vous renvoie à nouveau vers les chargés de mission territoriales qui sont évidemment là pour répondre à vos questions. Vous aurez le support, puisque la question arrive en même temps. Le support sera envoyé à l'ensemble des participants, ainsi qu'un lien vers le replay. Et puis on a aussi, pour aller plus loin, pour être plus complet, une formation qui est proposée par l'académie, comprendre l'OETH pour vos clients, dont une. Où là, on va dans le détail, on montre qu'on prend des éléments de calcul. Ce qu'on ne peut pas faire sur une heure, puisqu'il y aura tellement de cas différents. En tout cas, là, sur une formation, on peut aller beaucoup plus loin. Bonjour, excusez-moi, je ne sais pas si vous lisez ma question. Il ne me semble pas avoir eu la réponse. Je vois qu'une autre dame me pose la même question. Mais si on sous-traite à une entreprise adaptée, comment doit-on faire la déclaration? Si on a répondu, la sous-traitance doit être déduite du chiffre d'affaires utile. Même à une EA alors? Oui, même si c'est une entreprise. C'est considéré comme un achat. C'est considéré comme un achat. En fait, vous n'avez le droit de faire une attestation auprès d'un donneur d'ordre que si vous avez un lien contractuel avec ce donneur d'ordre-là. Si vous n'avez pas de lien contractuel, vous ne pouvez pas lui émettre une attestation. Vous pouvez le faire dans le cadre d'un contrat de co-traitance, parce que la co-traitance, chaque membre du groupement, chaque opérateur est potentiellement un acteur du contrat et c'est identifié comme acteur du contrat. Mais par contre, dans le cadre d'une sous-traitance, aujourd'hui, ce n'est pas possible. Le client du sous-traitant, c'est l'entreprise adaptée qui porte le marché. Donc, c'est comme on disait tout à l'heure, l'entreprise adaptée sous-traitante fournit c'est pas nous qui au nom de l'entreprise à la première entreprise adaptée. Ok, merci beaucoup.
Merci à vous. Je vous invite, si vous avez une petite minute à même pas 10 secondes à répondre au petit sondage qui a été lancé. Il ne nous reste qu'à vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année et à vous donner rendez-vous l'année prochaine. Alors, le calendrier des prochains Zoom n'est pas encore arrêté, mais il sera diffusé sous peu. Merci en tout cas de votre participation et bonne fin de journée. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne fête de fin d'année.